Fait que là, tu vois, ça, c'est intéressant parce que la ville est ouverte. Puis des fois, ben, il y a des villes aussi qui ont peut-être un petit peu moins d'ouverture parce qu'il y a tellement eu de construction. Puis là, maintenant, c'est une question d'école, c'est une question d'infrastructure. Fait que tout ça mis ensemble. Fait que, c'est important aussi quand on parle surtout de la construction, mais c'est de connaître son secteur, c'est de connaître son marché, puis d'avoir des bonnes relations avec les villes, c'est hyper important. Bonjour, bienvenue à mon podcast La Pointe de l'immobilier, podcast qui est dédié principalement à l'immobilier multilogement, commercial, industriel. Au passage, on va parler bien sûr de mindset, d'entrepreneuriat, parce que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout de l'entrepreneuriat. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir William Duvernay, courtier hypothécaire, un doyen chez PMML. Bienvenue. Merci. All right. Fait que, on va parler de construction neuve. William qui spécialise beaucoup là, dans le financement de construction neuve. Donc, soyez à l'écoute, ça va être vraiment intéressant. Donc, William Duvernay, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Sam, c'est gentil. Ah ouais, ça fait plaisir. Good. William, tu es un courtier hypothécaire chez PMML depuis combien d'années à peu près? Chez PMML, ça fait presque 7 ans. Au total, ça fait 10 ans là, cette année que je fais du financement commercial. Ah oui, hein? Yes. Fait que là, tu as ton chandail du temple de la renommée. Oui, ça fait quelques années, Pat m'a donné ça. Okay. Quand je suis rentré chez PMML, on était, je pense, 4 ou 5 courtiers au total, incluant les courtiers immobiliers, incluant Mintra. Pat Pissana faisait encore des transactions, fait que ça, c'était le fun. OK. Puis de fil en aiguille, PMML est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ils ont travaillé super fort pour monter une belle business. Puis je pense que tout le monde au sein de l'équipe là, est très content de l'environnement de travail, for sure. Ah, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, moi aussi, je suis dans les... ça fait pas aussi longtemps. Moi, ça fait comme 4 ans. Exact. Ça fait 4 ans. Puis c'était plus petit aussi, la boîte. On était à Laval, puis tout ça. Puis on allait voir Maïra directement. C'est vrai, c'est vrai. Puis aujourd'hui, là, c'est plus gros éventuellement, là, c'est sûr. Non, le marché a évolué. PMML a énormément évolué aussi. Fait que je pense que ça allait de pair avec la business. Puis aujourd'hui, c'est le fun de voir qu'il y a beaucoup de courtiers qui sont rentrés et qui ont réussi à trouver chaussures dans leur pied pour leur type de financement ou leur type de transaction immobilière qu'ils ont le goût de faire aussi. Fait exact. Ça, c'est très cool. Oui, puis justement, parlant de ça, tout c'est ça, tu as développé une belle... Tu t'es spécialisé dans une niche, là, visiblement. Beaucoup de construction neuve. Aussi. Initialement, c'est sûr que quand j'ai commencé il y a 10 ans, la construction neuve n'était pas aussi active. Je suis rentré dans le courtage, j'avais touché un petit peu à tout, puis je trouvais que le bloc appartement, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. La relation avec les propriétaires d'immeubles, puis de fil en aiguille, c'est ça. Je trouvais que la repeat business était quelque chose aussi sur le financement qu'on faisait sur des termes de 3-5 ans qui était très intéressante. Fait qu'on a monté un petit portefeuille, tranquillement pas vite. On a commencé à faire des transactions dans l'existant. Beaucoup d'SCHL, parce qu'évidemment, la SCHL est très présent dans le marché. Puis après ça, c'est ça, on a comme développé aussi avec la construction neuve une niche intéressante parce qu'il y avait des beaux projets qui venaient à terme. Puis on voulait développer aussi des relations avec ces clients-là. Sachant qu'eux autres finissaient un projet, il y en a un autre qui allait commencer aussi. Ben oui, c'est ça. On a eu une belle explosion dans les dernières années parce qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont partis aussi dans les 5 dernières années. Fait que, de fil en aiguille, là, ça a monté. Oui, c'est vrai, ça me fait penser. C'est un dossier que je t'avais référé, c'était à Laval. C'était exact, comme sur René Lannec. Oui, exactement. Exact, avec Condo HP. Au début, là, ça a été T'as super. T'as fait le bridge au début? On avait fait, dans le fond, on avait regardé pour faire le bridge, puis eux autres, il y avait déjà eu comme pas mal de contacts pour leur premier projet. Puis après ça, on est rentré pour le financement à long terme, qui s'est super bien passé. On a développé une très belle relation avec eux autres, des clients en or, puis de fil en aiguille, c'est ça, on a commencé à refaire d'autres projets, d'autres financements avec eux autres aussi. Fait que ça a été une super belle référence, une belle passe du tape. Ouais, c'est une belle passe à la palette. Yes, non, définitivement, ils sont vraiment, vraiment sharp, les clients. Ouais, c'est ça. C'est drôle parce qu'à l'époque, moi, j'étais locataire pour eux autres. C'est ça qu'ils m'avaient dit aussi. Ouais, j'étais locataire dans le condo, puis j'avais développé une relation, je parlais de PMML, puis tout ça. Puis, bien sûr, je voulais vendre ces projets, mais c'est vraiment du monde qui garde, là. Exact. Puis là, ils ont d'autres beaux projets aussi en ligne. Fait que c'est sûr, c'est toujours une question de marché avec les fluctuations des taux. Les clients se demandent si on est mieux d'attendre, on part tout de suite. Eux autres construisent eux-mêmes. Fait que c'est sûr que des fois, sur le coût, ça paraît de construction. Là, je pense qu'eux autres, ils ont peut-être un avantage versus peut-être un client qui, lui, va prendre un entrepreneur général qui va comme moins s'occuper de la construction. Fait que chaque projet est différent. Puis
On voit beaucoup d'évolution dans le marché aussi, mais c'est tough dernièrement là, au niveau des financements et de la construction avec tout ce qu'on voit, là, l'augmentation des coûts de construction, les taux d'intérêt, les prix de terrain qui sont excessivement chers aussi. Fait que, c'est ça. faire rentrer tout ça dans la boîte, ça prend un petit peu plus de temps. On parlait tantôt, j'avais un autre invité, puis on fait dans le fond du reverse engineering. Tu sais, souvent, les gens ils viennent me voir, puis ils veulent savoir, tu sais, ils veulent comme quantifier le coût de leur projet, mettons, tout ça. Ben moi, je pars tout le temps c'est quoi ton take-out de financement? Puis après ça, retourne en arrière, tes coûts de construction, développement, soft cost, ton coût de terrain. Puis qu'est-ce que tu peux développer sur le terrain? Puis là, ça va donner pas mal une bonne idée là, de si ça marche ou pas ton projet, là, tu sais. Puis je pense que c'est la première étape, c'est un peu ça aussi, parce que il y en a qui se lancent dans la construction, puis après ça va marcher, on va aller chercher plus de financement, mais des fois, des choses dans le projet qui ne se financent pas aussi. Fait que, que tu mettes un comptoir en quartz ou tu mettes un comptoir en mélamine, tu n'auras pas plus de financement. Fait que c'est important vraiment de bien le développer et bien l'éplucher, parce qu'à la fin de la journée, si on laisse beaucoup plus d'argent que prévu, ben, c'est là que ça peut faire mal aussi. Ouais, c'est ça. T'offres-tu... Bon, c'est sûr, les courtiers hypothécaires, je vous réfère tout le temps parce que je sais que vous êtes, moi je pourrais dire ça, vous faites un peu du clé en main, mais de conseil, là, parce qu'un constructeur, lui, il pense comme un constructeur, puis il a une idée, mais il faut travailler en collaboration avec le financement, surtout là, avec les nouveaux programmes CHL, APH Select, qui a sauvé le derrière à pas mal tout le monde. Mais là, je pense que c'est important de bien planifier. Exact. De là, peut-être à collaborer avec toi au début de ton projet de construction. Là, non, définitivement. Puis je pense que on a travaillé certains dossiers dernièrement parce que les clients n'étaient pas sûrs s'ils partaient le projet ou non. Puis on a épluché le budget de construction, on a regardé les scénarios, si on louait à tel prix par pied carré, puis ça allait être quoi le prix par porte final, puis essayer de faire, dans le proforma, fitter les chiffres, parce qu'eux autres, à la fin de la journée, c'est sûr que leur core, c'est de construire, c'est ça leur force. Puis après ça, quand on arrive avec le financement à long terme, ben, c'est là qu'on va être capable de savoir si le projet est viable ou non. Puis c'est sûr que pour nous autres, on va les conseiller de cette façon-là. Puis après ça, eux autres, ils décideront s'ils veulent aller de l'avant ou non. Mais je pense qu'il n'y a personne qui avait prévu autant de hausse de taux d'intérêt aussi dans la dernière année et demie. On est rendu presque à 2 ans aussi. Fait que il y a une grosse partie aussi de l'analyse qui se faisait sur des taux de qualification pas mal plus bas, avec moins aussi de spread dans les taux qu'on prenait auparavant. Spread, tu as dit un mot, parce qu'il y a bien de la technicalité, puis il y a un peu de tout le monde qui nous écoute. C'est quoi le spread, mettons? Ben dans le fond, le spread, c'est que quand tu as le taux réel de ton dossier, la SCHL ou le prêteur conventionnel va qualifier avec un taux plafond. Puis ce spread-là, souvent, c'est l'écart entre le taux réel et le taux plafond. Puis cet écart-là varie aussi du montant de prêt, du nombre d'unités et tout. Donc, c'est sûr que cet écart-là, elle est déterminé aussi par les prêteurs pour eux, en fait, sécuriser la transaction, le dossier, si jamais il y avait une grosse augmentation de taux. Mais il y a, comme je parlais tantôt, vu qu'il y a tellement eu d'augmentation de taux dans la dernière année, il n'y a personne qui était capable de vraiment dire ben, le spread, là, on va le mettre tout en fait, puis à combien qu'on va l'évaluer. Fait que souvent, ce qui est arrivé, c'est que les analyses qu'on faisait 6 mois, 12 mois avant, ben, on les refaisait sur des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, puis là, ça ne marchait pas. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de projets qui ont peut-être été mis sur la glace pendant un certain temps pour voir un petit peu où est-ce que cette tempête-là, c'est ça, va se terminer un jour. Là. Ouais, la stabilité des taux, ça va finir par... il y a une volatilité d'un taux, là, ça. Définitivement. Même encore là, j'ai quasiment le goût de te demander, est-ce que tu finis, ça? La fameuse boule de cristal, on se le fait tout le temps demander. Exact. J'aurais pensé, puis ça c'est mon opinion personnelle, c'est pas la vérité absolue, que vers la fin de l'année, cette année, on aurait peut-être plus vu une stabilisation, peut-être une petite diminution parce que ça a monté tellement vite. Là, maintenant, on a une hausse de taux d'intérêt en juin, la dernière annonce de la Banque du Canada. Fait que c'est un peu une surprise pour tout le monde. Puis, quand même. Hein? C'était pas nécessairement entendu. On avait entendu parler qu'il allait peut-être avoir 2-3 semaines avant une hausse. Chose que, comme c'était un peu une surprise, comme je disais. Puis finalement, je vois peut-être pas finalement de stabiliser ou une baisse d'ici la fin de l'année. Fait que c'est tellement difficile à prévoir. Fait que c'est tough pour toi parce que quand tu vas qualifier tes dossiers, là, tu sais pas sur quel pied danser. Exact. Fait que on veut pas être trop conservateur pour couper trop le prêt parce que le client va dire finalement, tu m'as mal conseillé. Fait que c'est vraiment une patate chaude qui est difficile à gérer parce qu'on essaie toujours d'être quand même assez agressif dans nos dossiers, mais il faut respecter aussi les tendances de marché exactement. Fait que, les paramètres de marché, c'est ça. Puis là, c'est parce que tu veux dire la vérité au client aussi, tu sais. Puis peut-être qu'il lui va se faire dire de quoi par un autre
aussi. ailleurs. Là. Fait que Puis nous autres, vraiment, notre force, c'est d'être transparent dans le dossier de A à Z. Comme je dis souvent aux clients, on peut contrôler beaucoup de choses dans un dossier, mais la seule chose qu'on ne contrôle pas, c'est le taux d'intérêt. Puis souvent, ça, c'est ce qui va driver le dossier à terme. Fait que si on n'arrive pas justement à trouver une solution quand c'est une question d'augmentation de taux d'intérêt, ben c'est sûr que le client va peut-être remettre en question la viabilité du projet aussi. Oui, c'est ça. Il va falloir qu'il le regarde avec des yeux différemment. Peut-être qu'il va falloir qu'il laisse l'argent dans le deal aussi. Exact. Puis on en parlait un petit peu tantôt aussi. Je pense que maintenant, ils ont des horizons peut-être plus longs qu'avant. Souvent, on était capable de faire des projets, d'optimiser rapidement ou de construire puis de récupérer de l'argent plus rapidement. Avec tous les programmes qui sont en place en ce moment, je pense que le programme en PH Select, c'est ce qui fonctionne le mieux, mais souvent, que ce soit en efficacité énergétique pour le bâtiment ou en abordabilité, ben, on part d'un horizon d'à peu près au moins 10 ans. Okay. Donc, quand tu amortis, par exemple, ton prêt sur 45 ou 50 ans, tu payes beaucoup plus d'intérêt au début. Fait qu'inévitablement, je veux dire, il n'y aura pas de refinancement qui va se faire avant au moins l'année 7, 8, 9, 10. Puis, dans ce temps-là, ben, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait quand même une belle augmentation des revenus aussi, parce que sinon, autrement, on va peut-être juste renouveler. Tout dépendamment, les taux aussi sont rendus où. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont super difficiles à connaître pour les prochaines années, mais au moins, s'il y en a qui sont capables de faire lever des projets en PH Select, ben, penser que l'horizon de 10 ans, selon moi, là, c'est comme ça qu'il faut évaluer le projet beaucoup plus qu'avant. Absolument. C'est intéressant ce que tu dis, parce que les gens, dans les dernières années, ils ont été tellement habitués à faire, comme tu dis, à faire du short là, de retour sur leur argent. Exact. Que là, ils pensent que c'est comme ça. Puis là, tout le monde est comme « Ah, let's go! » Mais non, attends une minute. Là. Le vrai immobilier, c'est plus comme... Non, la game a changé complètement dans les dernières années, c'est sûr. Puis ça fonctionnait quand on avait des taux à 2 %. Puis c'était intéressant de trouver un immeuble, d'être capable de l'optimiser puis de récupérer notre argent en 12, 24, 36 mois. Mais là, c'est sûr que avec ce qu'on voit dans le marché, puis on en parlait, l'approvisionnement des matériaux, l'augmentation des coûts de construction, le fait que, bon, les taux d'intérêt, c'est le sujet majeur qu'on continue de toujours parler, ça fait en sorte que, les financements sont de moins en moins gros, puis en bout de ligne, ben, ton coût de construction, il ne fait qu'augmenter, fait que tout finit par augmenter, fait que, il faut avoir les reins solides en ce moment pour commencer à lever des projets, ça, c'est sûr et certain. Oui, c'est clair. Puis de bien les planifier, justement, d'où le pourquoi la clause F dans les baux est super importante, puis qu'elle a sa raison d'être là. Il faut absolument que, si justement tu as pris un terme de 10 ans, ben là, tu as 5 ans pour aller chercher à ranger tes loyers le plus, les tenir au marché du moins. Puis pour être capable, justement, dans ton deuxième refinancement, de pouvoir sortir de l'argent. Parce que là, c'est ça. Là. Parce qu'on en parle pas mal. Là, c'est sûr que stretcher un prêt sur 50 ans, là, tu ne reverras pas ton argent demain matin. Là. Exact. Puis encore une fois, souvent, les gens me disent sur combien de temps j'aimerais l'amortir, mais c'est toujours une question d'objectif aussi. Le client, il a quel âge? Si c'est un client qui a 35-40 ans, mais c'est sûr que de mettre un amortissement de 50, ça fait moins mal que le client qui va faire un projet puis qui a 60-65 ans. Ben, c'est toujours une question aussi de savoir c'est quoi les besoins. Puis à la fin de la journée, je pense que c'est un super bon véhicule de placement. Puis on voit l'immobilier à long terme. Puis je pense que ceux qui ont des immeubles déjà depuis 30-40 ans, qui sont propriétaires, ils ont vu tous les cycles de marché. Fait que c'est sûr qu'eux autres sont capables d'être un petit peu plus peut-être prévoyants parce qu'ils se disent, ben, regarde, on a vécu des taux d'intérêt à 17 %, on a vécu des taux d'intérêt à 2 %, on a vu des prises de valeur de 30 % par année. Fait que je pense que ça, c'est intéressant aussi parce que eux, ben, sont peut-être dans une phase-out plus que de commencer à se dire, bon, on va faire un projet de construction puis on va s'embarquer dans un amortissement de 50 ans. Fait que, tout est relatif aussi, encore une fois, là, je pense. Oui, c'est ça. Il m'en parle beaucoup hier. Je parlais avec un client, justement, en évaluation d'un immeuble, puis qui me parlait de son fameux taux d'intérêt là, de 14 %. Là. C'est ça. Les autres, ils l'ont vécu. Mais l'affaire que je leur dis, par exemple, c'est que vous n'aviez pas des prêts de 3 millions. Là. C'est ça. Vous aviez des petits prêts, vous achetez des immeubles à 400, 500 000, tu sais. Ben oui, puis il payait des immeubles à 30 000 la porte back in the days, là, tu sais. Fait que... Mais là, après ça, là, ils viennent me rebattre avec leur argument de dire « Ouais, mais le salaire n'était pas le même non plus. » Je fais « OK, ouais. » Fait que là, c'est de relativiser le contexte économique. Puis on en parlait tantôt, on se demande, est-ce qu'on nous aussi, on va vivre des prises de valeur aussi grosses que ça? Tant mieux, là, si on en vit encore. Là, ça veut dire que... Mais tu sais, je pense qu'on a vécu dans les 5 dernières années. On a vu vraiment des années où les immeubles prennent énormément de valeur. Puis souvent, on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup d'investissements qui avaient été faits dans les immeubles pour la prise de valeur qu'il y avait eu aussi. Ouais, ça, c'est fait que ça, c'était difficile à suivre aussi. Je pense quand même que pour moi, pour ma part, vu que ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai vu quand même pas mal de tendances aussi. Puis on est dans une phase peut-être où il faut serrer un petit peu plus la ceinture puis regarder aussi
qu'est-ce qui va se passer, mais je suis convaincu encore une fois, puis je repense à eux parce qu'eux autres, ils ont pas mal tout vu dans les 30-40 dernières années. Ouais. Ben, ces gens-là qui sont propriétaires de ces immeubles-là, ils vont nous dire, ben, nous autres, on a réussi à garder notre portefeuille, on n'a pas trop vendu, puis on n'a pas fait de move trop vite aussi. Puis je pense qu'une fois que tu as sorti la tempête, ben, tu es content d'avoir gardé tes immeubles aussi, ou tu es content de les avoir vendus au bon moment. Fait que tout est une question de timing, je pense, puis c'est ça qui va faire que tu continues dans l'immobilier ou tu vas arrêter, puis tu vas faire d'autres choses aussi. Là. Fait que, Oui, c'est ça. Des fois, les gens ils pensent que vendre, c'est s'appauvrir, là, mais ça dépend. Là, qu'est-ce que tu veux faire, exactement, là. c'est ça. Puis je pense qu'il n'y a pas nécessairement une bonne ou une mauvaise décision à travers ça. C'est Non. juste une question, dans le fond, de savoir, encore une fois, où est-ce que tu es rendu dans ta carrière, qu'est-ce que tu veux faire. Puis l'immobilier, les gens, ils pensent que c'est quelque chose qui est facile à faire. Puis des fois, je vois ça sur Internet, puis j'ai le goût de m'arracher les cheveux. C'est tellement quelque chose de difficile. Mais, encore une fois, je pense que, je veux dire, il faut que tu sois fait pour ce milieu-là. Là. C'est présenté de façon où c'est un véhicule qui est rapide et facile, sans trop d'efforts. Peut-être qu'il fut une époque, il y en a eu là, des époques. C'est sûr, absolument. Ou encore là, je dis souvent aux gens, ça se peut que tu fasses 2-3 coups de circuit dans ta carrière. Absolument. Puis tant mieux, là. Puis je souhaite à tout le monde d'en faire. Mais fais aussi des coups sûrs. Exact. T'sais. Puis faire des bonnes acquisitions, puis tu sais, c'est correct d'avoir un portefeuille diversifié, puis je pense que c'est ce qui va faire aussi la stabilité de ton portefeuille, puis tu vas, encore une fois, capable de passer à travers des périodes un petit peu plus difficiles parce que tu n'as pas tous des immeubles qui sont trop leveragés ou des trop gros blocs, fait que tu sais, des fois, c'est important de, comme, je pense, bien placer ses pions à travers l'immobilier, puis c'est ce qui va faire aussi, encore une fois, que comme tu vas être capable éventuellement de peut-être releverager certains blocs que on dit tout le temps, l'acquisition est faite en fait, l'achat, le profit est fait à l'acquisition, exact. Ouais. C'est important, ça aussi. Oui, c'est important. Je sais pas si c'est tout le temps vrai. Mais oui, j'avoue que... Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a bien des investisseurs qui partent à la chasse à ça. Là. Ouais. Alors que, ça se travaille dans une... Tu sais, je vends des immeubles que, sur papier, ça faisait pas de sens, mais dans le processus d'acquisition, il s'est négocié des affaires, exact. Le marché a changé, puis là, tu te l'achètes, puis tu fais comme... OK, ouais, là, j'ai fait un profit à l'achat. J'en ai acheté un 8 comme ça, justement. Là, ah ouais, dans quel coin? à Saint-Jérôme. OK. Ouais. Ça s'est bien passé. Ouais, très bien passé. Un immeuble sur Centris que tout le monde avait vu. Il avait même passé, je me rappelle l'avoir vu passer des mains d'un off-market de quelqu'un qui voulait le vendre, puis personne ne le voulait. Puis moi, je suis arrivé, puis j'ai comme fait, il est pas loin de chez nous. Puis bon, c'est sûr, je l'ai bien négocié, mais il était mal géré. OK. Puis là, on est en train de reprendre la gestion, qui est vraiment pas facile d'ailleurs, là, mais... Des fois, c'est ça. On rentre dans quelque chose, puis on ne sait jamais à quoi s'attendre. On n'a pas parlé au locataire nécessairement quand on a fait l'offre d'achat, on a fait la visite, on a visité 1, 2, 3 logements. Ouais. Mais après ça, une fois que tu as les 2 pieds dedans, puis tu es rentré, là, tu te dis, des fois, c'est pas tout le temps, qu'est-ce qu'on passe? Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, c'est ça, je suis courtier. Fait que là, bon, je suis occupé, on a toutes nos vies. Une chance que j'ai du monde qui m'aide là-dedans et que j'ai ma blonde, en fait, là, qui fait la gestion, qui gère les locataires. Cool. Parce qu'à travers le processus, je me suis rendu compte que c'est ça, j'aimais pas tant gérer les locataires. C'est important de... trouver les forces et faiblesses de chacun puis avoir les bons partenaires parce que quand tu achètes un premier bloc, la négociation est le fun, mais après ça, ce qui vient après, quand tu as closé, c'est peut-être la partie des fois que les gens y oublient aussi. Fait que c'est important d'avoir des partenaires qui sont capables de faire cette gestion-là aussi. Oui, parce que j'ai vraiment trippé tout le processus parce que moi, je suis là-dedans. Exact. Je fais des transactions, j'en fais, l'année passée, je n'ai fait une 60aine, mettons. Fait que, puis j'aime le processus de tout, jusqu'au notaire. Mais là, à leur moment, après le notaire, moi, c'est fait. Je ne vois plus, mais là, je suis à l'autre bord de la clôture. T'sais. Exact. Non, c'est... puis c'est le fun parce que, tu sais, quand tu es rendu dans une situation où tu as un bon partnership, puis on le sait que les rôles les rôles de tous sont bien définis, à partir de là, il n'y a plus de chicane, puis c'est sûr qu'il va en avoir un petit peu aussi, mais on est dans une situation où, tout le monde sait qu'est-ce qu'il doit faire, puis je pense que ça facilite les prochaines transactions aussi. Fait que, si toi, ta force, c'est la négociation parce que tu le fais dans ton TD, might as well continuer à trouver d'autres deals puis à faire la prospection. Puis après ça, la gestion, elle peut se faire aussi. Puis ils vont avoir des décisions qui vont être prises conjointement, ça, c'est sûr. Mais à la fin de la journée, je pense que c'est juste une question d'avoir le bon fit avec les bonnes personnes. Exact. Puis, justement, parlons de ta carrière de chez PMML un petit peu plus. Tu as une belle équipe en place en ce moment? Exact. J'ai monté une belle petite équipe. On est 3. On a 2 courtiers qui travaillent avec moi, puis on a une super adjointe aussi. Donc, les gars avec qui je travaille sont dévoués. Ils ont vraiment là, une belle écoute aussi quand c'est le temps de regarder des dossiers. Ils sont attentifs, sont très minutieux. Puis,
je pense que ça m'a aidé aussi dans ma transition à déléguer un petit peu. Ouais. Au début, j'avais un petit peu de difficulté à le faire. Puis après ça, j'ai vu justement que, tu sais, je pense... Puis Patrice a été un exemple aussi dans ça, dans un sens où, tu sais, au début, c'était difficile d'engager les bonnes personnes puis les mettre aux bonnes places. Mais une fois que ça c'est fait, c'est facile de grossir une fois que tes bases sont assez solides. Ouais. Fait que moi, j'ai été chanceux. La première personne que j'ai engagée, c'était Xavier. Puis après ça, Nick, qui était notre analyste, ben lui, il voulait comme faire ses cours, puis il avait beaucoup d'intérêt. Fait qu'on l'a pris dans l'équipe aussi. Puis Isabelle, après ça, l'a suivi. Fait que je pense qu'en ce moment, il y a une super belle synergie. Puis tout le monde est à la bonne place, tout le monde travaille très fort. Puis c'est sûr que si on veut grossir, on regardera les opportunités éventuellement, mais je pense vraiment que l'équipe que j'ai en place est assez solide pour grossir puis passer à la prochaine étape si ça me tente vraiment d'aller là aussi. Ou sinon, de continuer à faire ce qu'on fait. Parce que aussi, quand tu grossis, les problèmes grossissent aussi. Fait que c'est toujours une question de savoir où est-ce que tu veux t'arrêter ou tu veux continuer aussi. Ah, exactement. Non, c'est sûr. Donc, Xavier, chic type, on a eu la chance de travailler une couple de fois dans les dossiers. Là, c'est ainsi un petit peu moins je sais pas. Par la force des choses, ça arrive aussi. Puis des fois, c'est une question de timing. Mais je suis vraiment quelqu'un, je pense que comme on est capable de travailler avec toi, avec d'autres courtiers aussi, puis on s'acclimate beaucoup aussi au type de transactions qu'on a, tout dépendamment des clients aussi, de l'exécution que doit être faite, puis du timing aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est très, très on point. Bon, maintenant, c'est sûr que les délais, des fois, on ne les contrôle pas nécessairement, que ce soit par la banque ou par la SCHL ou par le marché. Mais on essaie d'être le plus transparent possible pour faciliter la transaction, ça, c'est sûr. Ben justement, les délais, tantôt, tu dors, on jasait, puis là, tu m'as swingé que... Parce que là, pour ceux qui écoutent le podcast, il faut comprendre qu'on est au mois de juin. Exact. On arrive dans la période, justement, où le 19 juin, là, on est rendu le 21. Tous les dossiers, il fallait qu'ils partent avant le 19, c'est ça? Mais là, ça fait qu'il va y avoir une rétention immense. Là. Exact. Là, tu me parlais de 6 mois tantôt. Ben, écoute, c'est sûr que c'est ce qu'on entend. Peut-être que la SCHL, finalement, ils vont avoir un peu moins de dossiers qu'ils imaginaient, mais avec mes collègues et les autres courtiers avec qui on travaille puis on a discuté, il y avait un gros volume, eux autres aussi. Donc, c'est sûr que le 19, je ne sais pas si on avait parlé dans le podcast auparavant, mais c'est une date où il y avait certaines conditions de la SCHL qui allaient changer, une augmentation des primes. Fait que beaucoup de gens allaient envoyer des dossiers avant le 19. Fait que comme tu expliquais tantôt, le fait que la SCHL soit dans les prochains mois extrêmement débordée, ça va créer un goulot, un bouchon, si on veut. Là, Puis ils ont choisi vraiment une super belle période de l'année là, pour faire ça, en plein mois de juin, juste avant les vacances estivales, la construction, la Saint-Jean, la fin du Canada. C'est ça. Ben, cette date-là, je ne sais pas, elle sortait de où, mais... Je sais pas, mais il y a quelqu'un... C'est ça. Fait que je pense que ça va donner des délais additionnels, ça c'est sûr, parce qu'il va y avoir énormément de dossiers qui vont rentrer. Puis, tu sais, ces dossiers-là, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il y a beaucoup de prêteurs à partir de, justement... mi-novembre, si on poursuit les dossiers, ben ils ne débourseront pas pour l'année 2023. Fait que c'est important de savoir que ces dossiers-là, s'il y a des rushs, ben, il va falloir les planifier aussi parce que eux autres aussi, il faut s'attendre qu'après ça, c'est juste l'effet boule de neige qui va arriver où la SCHL va envoyer ses certificats d'assurance. Le prêteur, lui, par la suite, va être extrêmement occupé. Ils sont déjà extrêmement occupés. Puis là, ben, la dernière étape, c'est le notaire. Puis le notaire, lui, va se retrouver à avoir une tonne de dossiers. Fait que d'après moi, là, d'ici la fin de l'année, si on est capable de débourser les dossiers qui ont été envoyés aujourd'hui, on va être chanceux. Mais encore une fois, c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est que si on garde en tête que c'est des délais de 4 à 5 mois avant que le dossier soit envoyé au prêteur, fait que si c'est plus rapide, tant mieux, on va être capable de pouvoir les closer avant ça, mais sinon, ça va être très, très tête. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai été surpris parce que j'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup d'emphase sur les dossiers qui avaient été soumis avant. Parce que j'ai des dossiers qui ont été soumis comme quand même là, pas si longtemps que ça. Puis là, on reçoit tous les certificats. C'est ça, exact. C'est à peu près un délai de plus ou moins 6 à 8, peut-être 10 semaines, tout dépendamment de la période de l'année, avant le 19 juin. Puis là, ben, après le 19 juin, c'est sûr que les dossiers qui ont été envoyés eux autres, ben, ça risque d'être pas mal plus long. Puis malheureusement, encore une fois, c'est ce qu'on parlait tantôt, on n'a pas beaucoup de contrôle. Puis la SCHL, eux autres, ils ont le monopole sur les dossiers dans le marché. Fait que c'est sûr qu'on est un peu à la merci des délais de la SCHL définitivement. Oui, tout le temps. C'est sûr. Ouais. Good. Fait que si on a des dossiers, fait que là, tu es dans le neuf principalement. Fait que si on a des dossiers, les gens qui nous écoutent, qui font la construction neuve, ils peuvent te consulter. Absolument. Ça va nous faire plaisir de les aider. C'est sûr qu'en ce moment, on en parlait aussi un petit peu tantôt, le programme standard SCHL 40 ans à 85 %, ben, il ne fonctionne pas parce que finalement, ben, les amortissements ne sont pas assez longs. Puis aussi, au niveau de l'APH Select, le ratio de couverture de la dette, il est à 1,1 versus 1,3 dans le programme standard. Fait que ça donne beaucoup plus de jeux. Mais encore une fois, ce qui drive pas mal le dossier, c'est les taux d'intérêt. Fait que c'est sûr, s'ils continuent d'augmenter,
c'est encore un petit peu plus difficile. Fait que c'est un peu le nerf de la guerre dans le dossier. On en parle tout le temps. Ça revient tout le temps dans les conversations. Mais Ben oui, c'est c'est encore une fois, le programme APH Select pour la construction, c'est ce qui est le plus intéressant là, pour le marché actuellement. Puis c'est sûr que le programme standard aussi peut fonctionner, mais ça devient aussi à des mises de fonds beaucoup plus importantes. Puis après ça, c'est encore une question de liquidité. Fait que, c'est ça. Mais il y a des produits, je pense, qui pourraient être plus... tu sais, quand on en parlait un peu, tu as un client qui fait des 6 logements en série. Ouais. Tu sais, il a comme son petit modèle. Je pense qu'il a développé une belle niche là-dedans. Il va chercher 95... Il va chercher son 95? Avec les 6 logements qu'il va faire, vu qu'il paye vraiment pas cher son terrain, il va être à presque 95 %. Mais ça, c'est en région, là, comme on est à 45-50 minutes de Montréal. Fait que c'est un autre type de marché. Puis je pense que quand tu as un marché aussi que tu connais bien, puis que tu es à l'aise d'aller développer dans ce coin-là, tu connais ton taux locatif, tu connais ton taux de construction, tu as tes sous-traitants. Le terrain coûte moins cher. Exactement aussi. Fait que, ça peut fonctionner. C'est sûr que quand on se rapproche de Montréal, première couronne, Rive-Sud, Rive-Nord, ça devient pas mal plus cher aussi. C'est ça. Il fait-tu en efficacité énergétique ou en abordabilité? Non, pas l'abordabilité. Non, lui, il fait en efficacité énergétique. C'est ça. Fait que ça fonctionne bien aussi. Ben oui. Puis après ça, c'est sûr qu'au niveau des barèmes, il faut atteindre jusqu'à 40 %. Fait que, on va le mettre sur 50 ans, mais ça va fonctionner dans les chiffres pour atteindre le 95 %. Puis vu que c'est des immeubles, en fait, qui sont déjà comme préfab, il va les faire en 3 mois, puis on va les rouler. Fait qu'il va faire 3, 4 à 6 logements par année pendant 2 ans. Ah oui, hein? Puis il ressort toutes ses billes en plus? Pratiquement. OK. C'est pas tout le temps... encore une fois, c'est les... Je dis ça parce qu'on en reparle, mais c'est les taux d'intérêt qui vont faire que si ça continue à augmenter, il ressortira peut-être pas tout, mais non, c'est un beau projet, c'est sûr. Fait que, OK. Puis après ça, quand on se rapproche, comme je parlais tantôt, le terrain est plus cher. Après ça, le monde se bat un petit peu plus pour... Des terrains, puis après ça, c'est d'augmenter la densité, c'est ce qui va faire que ça va fonctionner aussi. Fait que là, des fois, c'est d'aller parler avec la ville, c'est de rajouter un étage, rajouter 2 étages, d'augmenter ton taux d'implantation, parce que souvent, c'est ce qui va faire en sorte que ton projet va être viable. Mais après ça, si on n'est pas capable d'arriver avec la ville à trouver un consensus puis limite vraiment le projet, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile. Puis là, c'est là que les clients vont s'asseoir sur le terrain puis vont attendre voir s'ils vont bouger aussi. C'est ça. C'est un autre gros débat, là, ça, en ce moment, justement, de la densification. Là. On veut... Mais les villes sont de plus en plus ouvertes. Tu sais, je pense à Saint-Jérôme, je pense souvent à cette ville-là, j'habite là, puis je connais ce secteur-là, mais je sais qu'ils veulent beaucoup densifier leur centre-ville. C'est toujours une histoire de parking aussi qui est tough. Mais il y a des belles solutions. J'ai vu des tabarouettes de belles affaires récemment. Ça, c'est une Golden Nugget. Je vais regarder pour un autre podcast. Mais c'est parce que je pourrais quasiment dire parce que c'est pas tout le monde qui va le faire, qui va le penser. Mais la personne, ce qu'elle a fait, c'est que moi, j'ai accroché là-dessus. Là. Quand il m'a présenté le projet, je dis OK, c'est vraiment brillant. Pour avoir les moins de parking, mettons avoir en bas de 1 le ratio là, de parking, il loue une auto pour le building. Oui. Un genre de communauto, là. Genre de communauto, mais c'est pas comme une auto. C'est vraiment lui qui a son auto et c'est parti, mettons, une compagnie de location d'auto, là, mais pour ses immeubles. OK. Fait que tous ces immeubles qui sont au centre-ville, il y a une auto pour tous les immeubles, puis il y a une application, puis ils peuvent la louer. Fait que là, c'est genre, on parle de réduction de gaz à effet de serre, c'est éco-responsable. Exact. Fait que là, la ville sont comme, OK, ben go, là. Non, là, c'est une bonne idée, c'est sûr. Fait que, dans ça, je trouve ça cher. Tu diminues tes cases de stationnement. Ah oui? Ça te coûte moins cher aussi. On le sait que, tu sais, toute l'excavation pour le stationnement souterrain, c'est quelque chose qui coûte excessivement cher. Fait que si on est capable de sauver sur ces cases-là, puis d'aller justement plus avec des alternatives, style location d'auto pour les immeubles que le propriétaire détient, c'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Fait que là, lui, ben, ça fait que, je sais pas, moi, il pouvait rentrer à 24, puis là, il rentre à 36. Exact, ça fait toute la différence. Ben là, non, c'est... Fait que là, tu vois, ça, c'est intéressant parce que la ville est ouverte. Puis des fois, il y a des villes aussi que... Ils ont peut-être un petit peu moins d'ouverture parce qu'il y a tellement eu de construction. Puis là, maintenant, c'est une question d'école, c'est une question d'infrastructure. Fait que tout ça mis ensemble. Fait que, c'est important aussi quand on parle surtout de la construction, mais c'est de connaître son secteur, c'est de connaître son marché, puis d'avoir des bonnes relations avec les villes, c'est hyper important. Je pense que ça va faire une énorme différence aussi dans les projets à venir. Puis là, où est-ce qu'il va être un petit peu plus ouvert à regarder un projet avec tel promoteur ou un autre promoteur. Fait que... Ouais, c'est ça. Good. Excellent. Fait que, écoute, le temps file. Ouais. Oui, ça a bien roulé. Ça a bien roulé. Super, écoute. Good, merci. Merci à toi, Sam. Merci d'être venu. Je suis vraiment content. Ouais, quelqu'un qui a une bonne expertise dans ton milieu. Je tenais à ce que tu sois là. J'apprécie beaucoup l'invitation. Puis, anytime, s'il y a d'autres podcasts, ça va me faire plaisir d'être là. Cool, excellent. Merci. Merci à toi.
À bientôt.